Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours concernant les différents échelons de la gouvernance mondiale. Nous avions pour aujourd'hui une série de questions à faire qui portaient sur l'Europe, les avancées et les limites de la construction du projet politique, et ce de 1986 jusqu'à 2008. 1986, vous vous en souvenez, c'est la signature de l'acte unique européen, donc qui marque un petit peu un renouveau, un redémarrage de la construction européenne par le biais du domaine économique, comme ça a souvent été le cas depuis le début de l'histoire de la construction européenne, c'est-à-dire que on l'a vu, et ce depuis le début des années 50, la construction européenne, lorsqu'il s'agit de construction politique, eh bien, a connu pas mal de limites, pas mal d'écueils, et c'est souvent grâce à la dimension économique que le projet va pouvoir redémarrer en quelque sorte. Donc c'est ce qui se passe à la fin des années 1980. Ce redémarrage va être confirmé en 1992 par la signature du traité de Maastricht, qui va être là véritablement un traité fondamental dans l'histoire européenne, hein, au même titre que les traités de Rome qui avaient été signés en 1957. Alors on va voir pourquoi. Puisque donc dans cette première question, vous aviez un extrait de ce traité de Maastricht, justement. Alors Maastricht, un nom imprononçable, c'est une ville située aux Pays-Bas, ville où a été signé ce traité tout simplement. Donc, quels sont les instruments nouveaux pour atteindre les objectifs économiques et politiques énoncés? Eh bien, si on lisait ce document, on avait un certain nombre d'instruments qui étaient mis en avant. Alors, tout d'abord, des instruments nouveaux, hein, c'est ce dont il était question dans ce traité. Instruments nouveaux dans le domaine politique, tout d'abord. Puisque on vous parlait de la mise en œuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, hein, pouvant aller jusqu'à une défense commune. Hein. Donc on voit bien là réapparaître hein, cette volonté de créer une armée européenne en quelque sorte, hein, qui avait, on l'a vu, été un échec au début des années 50, mais hein, le contexte étant tout à fait différent au début des années 1990, peut-être que ce projet de militaire, hein, ce projet de construction politique, dans le domaine de la politique étrangère notamment, de la diplomatie, et bien peut-être que au début des années 90, les peuples européens sont cette fois-ci prêts hein, pour remettre un petit peu de leur souveraineté nationale, et ce dans le domaine politique et plus précisément militaire et diplomatique, hein, à un échelon supranational. Hein. On peut se poser la question, d'autant plus que le contexte historique est tout à fait différent. Au début des années 1990, vous le savez, c'est l'implosion de l'Union soviétique, c'est la chute des démocraties populaires d'Europe de l'Est, en deux mots, la fin de la guerre froide. Donc, la, la pression en quelque sorte qui était exercée par ce climat conflictuel disparaît progressivement. Hein. Au début des années 1990, le rapport de force politique à l'intérieur du pays n'est plus du tout le même non plus. Hein. On a vu qu'au début des années 50, c'était notamment le Parti communiste qui s'était opposé à ce projet de défense commune, hein, d'instauration d'un embryon d'armée européenne. Le Parti communiste qui, au début des années 50, était un parti très puissant, ce n'est plus le cas au début des années 90. C'est un parti qui est déclinant, qui n'a donc plus la même influence. Hein. Donc tous ces éléments font que ce projet de mise en œuvre d'une politique de sécurité commune, sécurité militaire notamment, eh bien, voit le jour en 1992. De la même manière, toujours dans le domaine politique, il est question de l'instauration d'une citoyenneté de l'Union européenne, hein, citoyenneté qui a
commencé à se construire dès 1979, on l'a vu avec l'élection au suffrage universel direct des députés européens. Dans les années 90, donc cette citoyenneté européenne va se renforcer, on va voir par quel biais. Donc des instruments nouveaux dans le cadre politique, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, dans le cadre économique, puisque au niveau des instruments qui sont créés, il y a un espace sans frontières intérieures. Alors vous allez me dire, oui, le marché commun existe déjà, oui, pour les marchandises, les services, les capitaux, mais pas pour les êtres humains. Or là, dans ce traité de Maastricht, il est prévu une libre circulation des hommes, des êtres humains, si vous préférez. Donc la suppression des frontières, tout simplement, et ce de manière totale, c'est-à-dire pour tous les flux matériels et immatériels qui pourront circuler à l'intérieur de l'Union européenne. À côté donc de cette création d'un espace sans frontières, il est prévu aussi de renforcer la cohésion économique et sociale des États membres. Alors, cohésion économique et sociale, on sent là qu'il y a une volonté de construction sociale. C'est une des premières fois que cette dimension sociale apparaît, au moins dans les intentions. On verra après si elles sont suivies de réalisation. Et puis, dernier instrument économique, l'établissement d'une union économique et monétaire. Il s'agit du projet de création d'une monnaie unique, bien entendu.